Bonjour, dernière vidéo sur la blockchain et on va se concentrer pour regarder tout ce qui est défis, enjeux et les utilisations de l'open source avec la blockchain. Jingle! Alors effectivement, c'est notre dernière ligne droite et on va regarder les défis, les risques, les enjeux et ce que peut apporter l'open source et quelle est la présence de l'open source dans le domaine de la blockchain. Alors, je voulais faire un petit retour sur cette notion d'anonymat ou de pseudonymat, puisqu'on ne peut pas vraiment parler d'anonymat, sur la blockchain. Euh, on ne peut pas dire effectivement que ça permet un anonymat total par défaut. Contrairement aux idées reçues, la plupart des blockchains publiques, comme Bitcoin, enfin celles des crypto-monnaies, Ethereum, elles n'offrent pas un anonymat total, mais plutôt ce qu'on peut nommer un pseudonymat. Effectivement, il va rester des traces au moins sur les adresses publiques. Les transactions sont liées à des adresses cryptographiques, des suites de chiffres ou de lettres, et non directement à votre identité réelle, nom, prénom, etc. C'est comme utiliser un pseudonyme, donc effectivement, c'est pour ça qu'on va parler de pseudonymat. Par contre, il y a quand même effectivement une traçabilité des transactions. Toutes les transactions associées à une adresse sont visibles et traçables publiquement sur la blockchain. Si votre identité réelle elle est liée un jour, au bout d'un certain moment, si elle devient liée à ces transactions, bah là, vous ne pourrez plus du tout être séparé en termes d'identité de tout l'ensemble de toutes les transactions qui ont été faites sur la blockchain. Effectivement, hein, si vous faites, par exemple, via un échange de crypto-monnaies qui demande une vérification d'identité, ce qu'on appelle les KYC, alors toutes les transactions passées et futures de cette adresse pourront être tracés. C'est un des aspects et c'est un des éléments clés de la blockchain, l'aspect chaînage, chaining de la blockchain, et forcément ça va permettre de pouvoir faire une traçabilité dès l'instant qu'on aura identifié une personne physique associée à son pseudonymat sur la blockchain. Donc après, il y a la notion de blockchain privée ou permissionnée. Donc dans ces contextes, les participants sont généralement connus, identifiés dès le départ. Et typiquement, dans les use cases qu'on a vus dans la précédente vidéo, on aurait des usages où effectivement la notion même d'anonymat ne rentrerait pas en compte, typiquement pour le dossier médical, pour des usages sur l'identité numérique, hein, quelque part. Donc oui, c'est pas parce qu'on parle de blockchain que systématiquement on parle d'anonymat. Et par contre, effectivement, il y a des technologies qui vont permettre d'améliorer la confidentialité. Certaines blockchains ou des protocoles intègrent des mécanismes spécifiques pour renforcer l'aspect confidentialité, comme les preuves de divulgation nulle de connaissances, Zero Knowledge Proofs, comme on les appelle, les ZKP, utilisés par des projets comme Zcash par exemple, ou des technologies de mixage de transactions comme Monero, qui vont permettre de rendre plus difficile l'association, la traçabilité entre adresse et transaction. Enfin, il y a un côté double tranchant. Le pseudonymat peut être bénéfique pour la vie privée des utilisateurs, mais il peut être aussi exploité pour des avis, et c'est très, très, très répandu sur le dark web, pour des activités illicites. Ça pose effectivement des défis majeurs en termes de régulation. Alors, maintenant, on va regarder effectivement les avantages pour l'entreprise. On va commencer par l'entreprise, après on généralisera. Bah, il y a un côté important autour de la réduction des coûts. Il y a moins d'intermédiaires, des processus d'audit qui sont simplifiés, des réductions des frais de transaction, parce qu'effectivement, on n'aura pas besoin d'un tiers de confiance, on n'aura pas besoin d'un intermédiaire de confiance qu'il va falloir payer. Par contre, effectivement, il y a un ticket d'entrée sur la mise en œuvre de ce genre de technologie. Il y a un bénéfice direct de la blockchain, c'est l'amélioration de la traçabilité et de la transparence. Donc effectivement, ça nous offre des solutions pour augmenter la visibilité complète sur l'historique des actions. Alors j'ai mis des actifs, mais c'est des actions ou des opérations qu'on veut journaliser et les transactions qui sont associées à ces actifs ou ces actions. Il y a une sécurité renforcée, protection
contre la falsification des données et contre la fraude sur un chaînage d'opérations et d'échanges de valeurs. Il y a une efficacité opérationnelle accrue avec les aspects automatisation, avec les fameux smart contracts, l'exécution automatique des accords sans intervention humaine. On va pouvoir aller très très loin sur les actions d'automatisation dans un périmètre de confiance et de sécurité. Et enfin, c'est un périmètre d'innovation. On peut et on doit, de mon point de vue, créer des nouveaux modèles économiques et des services pour s'appuyant sur la blockchain pour créer des nouvelles promesses de valeur et augmenter le terrain d'innovation. Après, dans les autres avantages pour l'entreprise, il y a des aspects de résilience du système. Il n'y a pas de point de défaillance unique puisqu'il n'y a pas de point unique. Donc forcément, dès l'instant où on a mis en place quelque chose de suffisamment distribué, on va avoir un gain en résilience sur un système s'appuyant sur de la blockchain. Après, il y a l'aspect autour des nouveaux marchés. On parlait tout à l'heure des nouveaux modèles économiques. Ces nouveaux modèles économiques vont avec des nouveaux marchés. Et l'intégration dans des modèles d'innovation et de différenciation concurrentielle où on va pouvoir tirer un avantage sur l'utilisation de ce genre de technologie dès l'instant où on va les maîtriser. Enfin, il y a, dans les gains directs de la blockchain, il y a la traçabilité et l'amélioration de cette traçabilité. Typiquement, une entreprise qui a des gros besoins de supply chain, on l'a mis en évidence dans les use cases, mais voilà, le suivi précis des produits, des actifs ou des informations, des opérations, et même quelque part, pour les entreprises qui le nécessitent, du contrôle d'accès, et puis de la traçabilité du contrôle d'accès. Le but, quand on met en place des solutions à base de blockchain, c'est aussi d'améliorer la confiance. La confiance avec des partenaires commerciaux, avec des clients, parce qu'on va effectivement pouvoir leur fournir une vraie garantie de véracité, de traçabilité de tout ce qu'on fait avec eux. Les échanges entre partenaires commerciaux s'appuyant sur les technologies telles que la blockchain, effectivement, c'est des éléments de garantie supplémentaires. Pour finir, sur les avantages pour l'entreprise, on en a parlé dans une précédente vidéo sur la gestion des données, mais là, on vient rajouter une solution de traitement des données avec une garantie d'intégrité et d'immutabilité des enregistrements qu'on va pouvoir tracer au sein de cette blockchain. Alors, avec des avantages, vient aussi des risques, il faut aussi qu'on les partage. Et parmi ces risques, il y a des problématiques de scalabilité. Effectivement, dès l'instant qu'on va vouloir tracer des grands volumes de transactions à des grandes vitesses, avec certaines implémentations, avec certains cas d'usage et pour certaines façons de mettre en œuvre la blockchain, ça peut effectivement poser un certain nombre de problèmes. Le coût énergétique. Alors, effectivement, on l'a vu, c'est quand même largement orienté autour du consensus, des mécanismes de consensus, et notamment, presque exclusivement autour de la preuve de travail, qui est très gourmande parce qu'elle est basée sur un défi calculatoire, un défi cryptographique qui est fait pour consommer de la ressource. Et quand on voit maintenant effectivement le coût des matériaux pour le faire, le coût de l'énergie et l'impact environnemental que ça a, effectivement c'est un problème. La réglementation. Alors là, on rentre dans les vraies problématiques globales et on va en reparler quand on va le voir d'un point de vue presque étatique, pour le coup. Les problématiques de réglementation, le cadre juridique, il est en constante évolution. Il va continuer à varier et il varie de toute façon entre les différents pays. Et pour le moment, est-ce qu'il y a des modèles suffisamment construits, établis d'un point de vue juridique pour bien gérer les problématiques autour de la blockchain ? Et typiquement, le problème n'est pas vraiment autour de la blockchain, il va plus pour le moment être visible autour des crypto-monnaies qui sont basées sur la blockchain. Après, il y a les problématiques d'interopérabilité. On l'a vu, rien que dans les crypto-monnaies, il y a énormément de diversité d'implémentation, différents types de crypto-monnaies. Il y a des gros enjeux en termes d'interopérabilité et sur la manière de faire communiquer les blockchains entre elles. Les enjeux de gouvernance, effectivement. Qui prend la décision dans un système qui est distribué par nature? Qui prend la décision? Qui prend les décisions d'évolution des protocoles aussi? Effectivement, on est face à un réseau de nœuds
pour lequel il n'y a pas vraiment de polarité, de spécificité d'un des nœuds par rapport aux autres. Donc effectivement, il y a des problématiques de construction de gouvernance à mettre en place. Ensuite, il y a les enjeux de confidentialité. Les blockchains publiques, elles sont transparentes par nature, ce qui peut poser des problèmes. Donc, par contre, effectivement, on voit que rien n'interdit d'utiliser la blockchain dans un cadre privé ou dans un blockchain permissionné. Et je pense qu'effectivement, il faut des réponses dans l'ensemble des cas, dans l'ensemble de tous ces cas. Ensuite, il y a la résistance au changement. Et ça, c'est un problème récurrent dans les entreprises. L'adoption, elle est souvent freinée par les habitudes et par les systèmes existants. Et effectivement, voir arriver un nouveau système, encore plus quand il est en rupture sur un certain nombre d'aspects, et typiquement sur la décentralisation, ça peut être un problème. C'est déjà un problème, la résistance au changement sur l'open source en lui-même, j'en ai déjà largement parlé sur cette chaîne, mais c'est un problème quand on voit l'IA arriver et l'impact de l'IA. La blockchain, elle est soumise aux mêmes problématiques. Elle est complexe à comprendre, et c'est pour ça que j'avais fait ce cycle de vidéos pour essayer de vulgariser et un peu de dédramatiser, enfin dédramatiser peut-être pas, mais de simplifier la perception qu'on peut avoir de ce genre de choses, et surtout, je voulais me concentrer sur l'exposé réel de la valeur que ça peut apporter pour nos entreprises comme pour notre société. Mais malheureusement, cette résistance au changement, elle est présente, et effectivement, encore une fois, il faut traiter les choses par l'intelligence et l'explication. Alors justement, on en arrive aux enjeux géopolitiques des crypto-monnaies. Alors j'ai décidé de le faire non pas d'un point de vue de la blockchain en général, mais vraiment en regardant le sujet des crypto-monnaies, parce que si vous faites l'essai, que vous allez voir vos collègues, vos amis ou les gens que vous connaissez, si vous leur parlez blockchain, la majorité ne vont pas comprendre de quoi vous allez parler. Alors peut-être pas dans les entreprises de l'IT, de la tech, des telcos, mais en tout cas, si vous allez dans l'entreprise lambda et que vous demandez à quelqu'un est-ce que tu sais ce que c'est qu'une blockchain, il va pas te répondre. Par contre, si vous posez la question à quelqu'un est-ce qu'il connaît, il sait ce que c'est que les crypto-monnaies, bon là, peut-être qu'il va encore y avoir des gens qui vont vous dire qu'ils ne savent pas, ou au final ils ont entendu parler du sujet, mais ils ne le comprennent finalement pas plus que ça, et puis ça reste quelque chose d'assez mystérieux, presque étranger, on va dire, hein, mais au moins ça parlera à plus de personnes. Donc on va traiter des enjeux géopolitiques globaux par les crypto-monnaies. Alors, le premier problème, c'est que tous les systèmes économiques qui ont été mis en place sur une approche centralisée et une approche de souveraineté monétaire et de contrôle des capitaux. Les crypto-monnaies, elles permettent des transactions transfrontalières rapides, anonymes, et ça peut compliquer de façon très forte le contrôle des capitaux par les gouvernements. Malgré tout, ces crypto-monnaies, elles sont largement en place maintenant. Et il y a un état de fait. Donc forcément, il va falloir trouver des cadres. On parlait de gouvernance pour l'entreprise, mais là maintenant, ça va être des cadres de gouvernance des États internationaux, géopolitiques, qu'il faut mettre en place. Et effectivement, certains pays craignent une perte de contrôle sur leur politique monétaire, notamment parce que ils cherchent à maintenir cette souveraineté monétaire forte par la mise en place de systèmes centralisés. Et les crypto-monnaies et l'utilisation de la blockchain pour ces crypto-monnaies vient rentrer en collision avec ce principe qui finalement est présent depuis un temps très important. Après, il y a le grave problème de l'utilisation pour les activités illicites. La nature de pseudonyme des crypto-monnaies facilite le financement d'activités illicites. On voit énormément de transactions qui sont faites sur les réseaux souterrains, sur le dark web par exemple, qui s'appuient fondamentalement sur ces crypto-monnaies parce que elles permettent des moyens faciles de blanchiment d'argent. Elles permettent de gérer des transactions sur des produits de matière complètement illicites, le trafic de drogue, le financement du terrorisme par exemple. On voit l'impact que ça peut avoir aussi sur le hacking étatique et les impacts les financements que ça permet par la capture de valeur au travers des crypto-monnaies. Et du coup, ça peut entraîner des tensions très fortes d'un point de vue diplomatique
et des pressions pour mettre en place des régulations accrues. Malgré tout, on s'aperçoit que les grandes puissances s'intéressent très fortement à ces crypto-monnaies parce qu'elles ont compris que quelque part, c'était aussi un vrai levier économique et un vrai moyen une nouvelle manne spéculative et qu'il fallait effectivement s'intéresser de façon forte à ce sujet-là. Et j'en viens justement au risque pour la stabilité financière. La volatilité des crypto-monnaies pose des risques importants sur la stabilité des marchés, sur la stabilité financière, surtout si on arrive dans des phases d'adoption massive dans certains pays. Et là aussi, il y a un nombre important de gouvernements qui craignent des fuites de capitaux vers des actifs numériques pendant des périodes de crise, effectivement, une transformation d'une partie de la capitalisation qui était plus matérielle, plus concrète, vers de la capitalisation sous actifs numériques. Les impacts environnementaux. Alors oui, je pense qu'il faut quand même le regarder beaucoup plus sur les crypto-monnaies basées sur la preuve de travail et donc sur le minage, qui sont effectivement pour le moment encore les crypto-monnaies majoritaires. Je pense à Bitcoin par exemple. Et ça nous fait nous poser des questions, de grosses questions sur l'impact environnemental des mécanismes sur les preuves de travail. Et quelque part, dans une société qui est la nôtre maintenant, ça a un impact fort sur la diplomatie climatique et sur les échanges et les relations internationales. Enfin, il y a le sujet des conflits avec la réglementation nationale. Certains pays, par exemple comme la Chine, ont interdit ou fortement limité l'utilisation de certaines crypto-monnaies, et ça peut créer des tensions avec certains acteurs internationaux parce que ils comprennent pas pourquoi on fait une interdiction sur telle ou telle crypto-monnaie. Ah, j'ai oublié un dernier point, l'influence des acteurs étrangers. Des acteurs étatiques ou non étatiques, et c'est ce que j'exprimais tout à l'heure, peuvent utiliser les crypto-monnaies pour contourner des sanctions économiques ou renforcer leur influence géopolitique, voire faire du hacking d'État. Alors, forcément, la blockchain, il y a des limites, on va essayer de les regarder ensemble, et puis il y a des défis pour essayer d'en faciliter l'adoption. Et attention, vous le voyez, hein, je veux quand même montrer que l'application dans le cadre des crypto-monnaies de la blockchain, elle n'est pas sans problème. Moi, j'ai voulu aussi vous montrer dans la précédente vidéo des use cases beaucoup plus vertueux, plus concrets sur l'utilisation de la blockchain, mais bon, il faut bien comprendre aussi qu'on doit adresser les limites et regarder ensemble les défis d'adoption. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas traité jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle la dépendance aux oracles. Les blockchains, c'est des systèmes fermés et déterministes. Donc, pour interagir avec le monde extérieur, avec le monde réel, donc obtenir des données, toutes les données nécessaires qu'il va falloir intégrer et stocker dans la blockchain, des températures, des cours boursiers, des résultats sportifs, n'importe quel type d'information qui va fournir de la valeur, qui va constituer de la valeur, on a besoin d'intermédiaires qu'on appelle des oracles. Et ces oracles, le gros problème, c'est qu'on a parlé jusqu'à présent d'un système qui était distribué par nature. Ces oracles, ce sont des points d'entrée centralisés. Des points unique d'entrée, d'information et d'interaction avec le système extérieur. Il crée, par définition, un point de centralisation et donc un point de confiance associé. Et du coup, ça va à l'encontre du principe de décentralisation. Donc la gestion des oracles, c'est quelque chose de, finalement, compliqué pour savoir si on est capable de construire, là aussi, de la distribution des points de collecte et donc la distribution des oracles. Un gros problème qu'on a aperçu tout au long de ce cycle de vidéos, c'est la qualité des données initiales. Et il y a une expression qu'on retrouve courant qui dit « garbage in, garbage out ». Si tu fais rentrer des données de mauvaise qualité, tu feras ressortir et tu vas stocker des données de mauvaise qualité. Donc la blockchain, elle intègre l'intégrité et l'immutabilité des données une fois qu'elles sont enregistrées. Et c'est là qu'on a vu dans le cadre des crypto-monnaies, avec le mécanisme de validation, la complexité des mécanismes de validation, ça ne fait pas partie de façon intrinsèque de la blockchain. Et donc effectivement, il faut traiter de ce problème dans la façon dont on veut la mettre en place, cette solution à base de blockchain. Cependant,
Si les données initiales saisies dans la blockchain, si elles sont erronées ou frauduleuses, la blockchain, elle va les enregistrer de façon permanente. Et c'est là où c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'une fois que c'est chaîné, il n'y a pas de gomme magique, on l'a dit. Donc on ne pourra pas corriger la qualité des données, de l'information, une fois qu'elle est intégrée au sein de la blockchain. Et ça, c'est un des principaux défis d'adoption, parce qu'on a déjà dans nos systèmes d'information des grosses problématiques sur le traitement des données et la qualité des données. Bah là, il n'y a pas d'effaceur, il n'y a pas de gomme. L'expérience utilisateur, ça reste un défi majeur. C'est compliqué, hein. C'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est compliqué à administrer parce qu'on a vu qu'il y avait cet aspect décentralisé par nature. Et donc effectivement, hein, pour le grand public, même pour de nombreuses entreprises, l'utilisation des technologies de la blockchain, ça reste complexe. Il y a des problématiques de cryptographie, de gestion de clés privées, de clés publiques. Il y a des compréhensions à acquérir autour de tout ce qui est frais de transaction. Il y a des interfaces qui ne sont pas intuitives. Et ça freine fortement l'adoption de ce type de technologie. Les enjeux légaux et contractuels des smart contracts. Là, il n'y a rien qui a été prévu. Effectivement, le smart contract, c'est un outil d'automatisation qui est extrêmement puissant, pour qu'on se trouve avec en gros des opérations qui sont auto-exécutables et qui normalement devraient être auto-validées. Bah oui, mais il y a un problème juridique, c'est-à-dire que pour le moment, l'outillage juridique dans de nombreux pays, le nôtre en particulier, ne prévoit rien sur ce cadre d'automatisation, parce que c'est un cadre de confiance qui est à construire avec ce cadre d'automatisation. Donc le statut juridique et la force exécutoire et leur force exécuteur en cas de litige, c'est clairement un périmètre qu'il faut définir de façon plus importante et l'adapter à tous les cas de juridiction. Qu'est-ce qui se passe quand on a quelque chose qui est automatisé avec un smart contract et que ça contient des bugs et où il y a des clauses ambiguës? Qui peut apporter la responsabilité? Et encore plus dans un système qui est distribué par nature, décentralisé par nature. Alors, on l'a déjà évoqué. Le problème n'est pas encore présent parce que l'ordinateur quantique n'existe pas. C'est-à-dire le véritable ordinateur capable de casser les algorithmes de chiffrement asymétriques. Mais la menace du calcul quantique, elle est réelle. Et c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus arriver des algorithmes post-quantiques. L'inquiétude, finalement, elle est peut-être pas si forte que ça, parce qu'effectivement, on pourra, sur les blockchains et sur les applications de crypto-monnaie basées sur la blockchain, venir remplacer les algorithmes qui sont fragiles par des algorithmes post-quantiques qui commencent à émerger et qui vont être tout à fait capables de les remplacer. Maintenant, effectivement, ça voudra dire qu'il y aura des impacts sur tout ce qui est déjà mis en place en termes d'application de la blockchain, notamment dans les crypto-monnaies. Donc c'est une menace future, hein. C'est une menace future, et probablement on va avoir le temps, et on a déjà les connaissances qui sont en train de se mettre en place pour éviter l'écueil fort que serait la suprémation quantique. Alors si elle arrivait là maintenant tout de suite, je pense quand même que ça pourrait poser un problème, parce que le temps de transformation des différentes implémentations serait non négligeable par rapport à l'arrivée rapide d'une suprématie quantique. Pour le moment, il n'y a pas de signaux sur ce genre de choses. Alors, les gouvernances, les problématiques de gouvernance, elles sont effectivement très complexes par la nature décentralisée qu'on présente depuis le début concernant la blockchain. Et puis, on voit sur les crypto-monnaies des changements de protocole qui sont assez réguliers mais complexes. Et puis, l'obtention d'un consensus parmi une communauté mondiale de développeurs et d'utilisateurs, ça peut être un processus long et difficile qui peut mener à des forks, des divisions de la chaîne, c'est-à-dire des réimplémentations d'une nouvelle chaîne à chaque fois qu'il y a un fork. Alors, on va pas rester sur du négatif. On va regarder les avantages mondiaux potentiels que la blockchain. On l'avait fait sur des use cases très concrets, mais cette fois-ci, on va essayer de le regarder d'une façon plus générale. Et qu'est-ce qu'on peut souligner? L'inclusion financière.
Ça permet l'accès aux services financiers pour des populations qui sont non bancarisées ou avec une précarité au niveau de la condition bancaire. Réduction de la corruption. On est face à un système transparent par nature et on peut s'en servir pour la transparence des transactions gouvernementales et des registres. Toutes les opérations financières pour éviter la corruption, pour éviter les fraudes et les escroqueries potentielles pourraient effectivement être tracées avec une blockchain. L'amélioration de l'aide humanitaire. Bah oui, c'est pareil, pour tout ce qui est fonds d'aide, fonds et ressources, et la traçabilité des fonds et des ressources qui sont dédiés à l'aide humanitaire, bah la blockchain, ça offre des garanties, parce que du coup, là, il ne peut pas y avoir de caisse noire, quoi. Il ne peut pas y avoir de fonds cachés, puisqu'ils vont tous être tracés et visibles par tout le monde. La protection des droits de propriété, c'est un sujet qu'on a déjà vu sur le use case sur l'acquisition d'une propriété dans le cadre immobilier. On l'a vu aussi sur l'identité. Effectivement, ça permet de construire des registres fonciers sécurisés et infalsifiables, c'est-à-dire des notaires 2.0, pour faire simple. Démocratisation de l'information. Accès à des données fiables et vérifiables. Bon, ça c'est clair en lui-même, ce passage-là. Renforcement de la cybersécurité. Des systèmes plus résistants aux attaques parce que distribués et avec des systèmes de garantie basés sur de la cryptographie et conçus dès le début pour intégrer la sécurité. En fait, sur Internet, les choses sont arrivées de façon progressive et les enjeux de sécurité sont arrivés eux aussi de façon progressive. Et effectivement, l'aspect security by design, il n'est pas tout le temps réel. Là, sur la blockchain, le security by design, c'est même l'élément constitutif de construction de ces solutions. Alors oui, ça propose des schémas de gouvernance transparente et la possibilité d'avoir des systèmes de vote plus justes, plus fiables, plus vérifiables. Donc effectivement, pouvoir mieux garantir les aspects démocratiques d'un système d'élection. Le développement durable. Alors ça peut être paradoxal, mais effectivement, si on fait de la preuve par le travail, c'est pas forcément vertueux. Une blockchain, par contre, si on la fait par des preuves, d'autres mécaniques de consensus, et je pense qu'il y a forcément moyen d'en déterminer d'autres, au niveau du développement durable, ça peut être très intéressant sur les aspects de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement pour des produits éthiques et écologiques. Et en plus pour éviter des actions qui soient faites sur un produit qui soit pas en respect de l'environnement et qui ne serait pas tracé. Alors effectivement, ça demande une corrélation entre ce qui est fait en réalité et ce qui va être tracé dans la blockchain. Ça ne résout pas tout le problème, mais ça donne des clés et ça donne des outils. L'identité numérique souveraine, ça c'est quelque chose qui pour moi est très important et je pense que pour ceux qui avaient regardé ma vidéo sur justement les enjeux d'identité numérique, il faut effectivement régler ce problème de l'anonymat sur Internet quand il est pas justifié. Par contre, effectivement, je l'ai déjà dit, sur des plateformes comme Reddit par exemple, ou sur d'autres plateformes où l'anonymat est intrinsèquement lié à l'origine de la solution et qui fait partie de la proposition de l'outil ou de la solution qui est proposée, il n'y a pas de problème. Par contre, après, sur des réseaux sociaux où on a des torrents de haine, on a des utilisations abusives, de l'usurpation d'identité et ainsi de suite, il faut trouver des moyens de mieux garantir l'identité. Et cette identité numérique souveraine, elle pourrait même aller au-delà de l'identité numérique. Et puis ça permettra d'améliorer le contrôle des individus et de leur propre le contrôle par les individus de leurs propres données. Enfin, c'est un élément qui peut permettre l'amélioration et la coopération internationale, l'amélioration des relations et la coopération internationale. Et des moyens pour faciliter des échanges par la traçabilité, par l'outillage que propose la blockchain en elle-même, et des accords entre entités diverses. Alors, je le dis régulièrement, sur Ultra Green, on est là pour parler d'open source,
et il était forcément évident que j'allais faire une partie de la vidéo pour parler de blockchain et d'open source. Et on va voir que c'est un mariage naturel, en fait. Il y a des philosophies communes. La blockchain, par nature, elle est décentralisée, elle est transparente, et elle s'aligne parfaitement avec les principes de l'open source, autour de la collaboration, de la transparence et du partage. Le développement accéléré. Les communautés open source mondiales, elles contribuent activement au développement et à l'amélioration des protocoles de blockchain. L'auditabilité et la confiance, je réinsiste un petit peu sur le sujet, le code étant ouvert, et vous vous rappelez, j'ai dit c'est quand même extrêmement important que le code soit ouvert pour encore améliorer ce sujet de l'auditabilité. Il peut être examiné par n'importe qui, et il augmente la confiance dans la sécurité et la fiabilité du système. Donc j'insiste, il est là pour le coup, une blockchain qui s'appuie sur du code open source, et sur l'ensemble de toutes les briques à la fois de crypto, de validation, de consensus, c'est quand même effectivement beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus trustable, on va dire. Après, il y a le sujet évident, que je traite aussi très régulièrement sur Ultra Green, le sujet de l'innovation, et de l'innovation partagée, qu'on pourra pratiquement associer à de l'open innovation, pour le coup. Les avancées technologiques sont partagées, et elles permettent une innovation rapide et collective. On est intrinsèquement sur le sujet de l'open innovation. Donc, est-ce qu'on peut tracer des projets open source majeurs ? Oui, il y a des frameworks complets pour faire de la blockchain. Hyperledger Fabric, par exemple, par la Linux Foundation. Il y a Ethereum. La plupart de ses clients et outils sont open source. Alors, tout n'est pas open source en Ethereum. Bitcoin Core, et ça c'est quand même très important, la partie cœur le code au cœur du protocole Bitcoin et de la blockchain Bitcoin, c'est le logiciel qui implémente le protocole Bitcoin, il est open source. Et après, derrière, il y a une profusion de librairies, il y a énormément de projets que vous allez trouver sur des repos, sur des forges comme GitHub, GitLab et ainsi de suite, qui sont open source et qui permettent d'interagir ou de mettre en place avec de la blockchain ou avec des solutions de crypto. Alors, je vais conclure, et je vais essayer de regarder effectivement les choses de façon assez positive, parce que pour moi, la blockchain, c'est une merveilleuse solution qui est largement généralisable et qui gagnerait à être utilisée au-delà de la façon dont elle est majoritairement utilisée actuellement, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Et j'y vois un avenir prometteur, mais évidemment des défis. La blockchain, c'est une technologie qui est par nature disruptive. Elle est disruptive parce que les solutions décentralisées sont disruptives par nature. Mais elle a un potentiel immense pour transformer de nombreux secteurs d'activité. J'ai essayé de montrer par les cas d'usage, par les différentes démonstrations que j'ai pu proposer sur ce cycle de vidéos. Elle est capable de transformer de nombreux secteurs d'activité. Elle offre des opportunités uniques en termes de confiance et de transparence, d'efficacité, de sécurité, par son côté intimement lié aux enjeux de cryptographie et l'utilisation d'identités construites par la cryptographie. Pour les entreprises, mais pas uniquement pour les entreprises, beaucoup plus largement pour les États, pour les relations internationales, et ainsi de suite. Son adoption, elle nécessite par contre effectivement, et c'est l'objet de ce cycle de vidéos, de la compréhension, à la fois dans le cadre de l'utilisation en entreprise, mais la compréhension par les utilisateurs. Comment pourrions-nous accepter d'avoir notre identité sur quelque chose qu'on ne comprend pas ? Alors, malheureusement, c'est un peu le cas. Comment pouvons-nous accepter de mettre nos informations concernant notre vie et, par exemple, nos données de santé sur un système qui est basé sur une technologie qu'on ne comprend pas ? Malgré tout, ce que j'ai voulu montrer dans ce cycle de vidéos, c'est que, voilà, il y a beaucoup de vulgarisation et peut-être des simplifications et des raccourcis que j'ai pu faire dans ces vidéos sur les aspects beaucoup plus complexes que peut avoir la blockchain, mais malgré tout, je pense que c'est suffisant pour améliorer l'adoption.
Et effectivement, il faut des stratégies claires, il faut la prise en compte de tous les défis techniques, mais avant ça, même des défis juridiques et réglementaires, des cadres de gouvernance et des cadres réglementaires à mettre en place, mais il y a de telles possibilités que ce serait dommage de ne pas les saisir. Et j'ai voulu conclure aussi sur le fait que l'open source doit être encore plus, avec la blockchain, je pense, considéré comme un pilier fondamental à la fois pour son développement, mais pour son adoption et sur les enjeux d'auditabilité, de transparence, de traçabilité, aussi sur la façon dont elle est construite. Alors, je vous remercie. Voilà, j'en finis avec ce cycle de vidéos sur la blockchain. J'espère que ça vous a apporté une meilleure visibilité si vous ne l'aviez pas. J'espère aussi que si vous en aviez une bonne, bah, vous vous retrouvez dans ce que j'ai pu présenter et puis que ce document peut avoir un intérêt, enfin ce cycle de vidéos, pardon, peut avoir un intérêt pour justement proposer à certaines personnes que vous connaissez qui ne connaissent pas suffisamment bien la blockchain pour qu'elles puissent le découvrir. Au revoir.